Bonjour à tous. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui en fait d'avoir une plénière sur l'intelligence artificielle. Donc lorsqu'on parle d'intelligence artificielle de manière générale, donc c'est la conjonction de trois composantes. Il y a donc les données en fait en big data en grande dimension. On a les capacités de calcul de ces données et aussi on a les algorithmes pour les traiter. Donc, vous comprendrez dans ce cas que l'imagerie médicale, la santé, c'est le domaine d'excellence en fait pour l'application des méthodes IA, parce qu'on a maintenant de plus en plus de données qui sont annotées, qui sont étiquetées avec des experts. Et donc, on a aussi en fait la deuxième composante qui est l'infrastructure en fait de calcul en termes de GPI, data center, etc. Les algorithmes, en fait, on les maîtrise depuis assez longtemps. Donc, comme ces trois composantes sont réunies maintenant, donc vous comprendrez maintenant qu'on peut relever beaucoup de défis en termes d'imagerie médicale donc avec l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir un expert dans ce domaine, donc Amir Nakib, qui est docteur en fait en computer science, en fait en sciences de l'informatique et en intelligence artificielle. Il est également habilité à diriger des recherches de l'université de Paris-Est. C'est quelqu'un en fait qui a un profil, donc qui a double profil à la fois industriel et académique. Donc il a eu un passage en fait dans l'industrie et après un passage dans l'académique. Donc, plus de 150 publications. Donc, c'est un expert dans le domaine, donc qui a traité en fait beaucoup d'applications en imagerie médicale. Donc, je vous laisse aujourd'hui en fait le plaisir en fait de l'entendre en fait pendant cette plénière. Donc, après, on va aborder en fait la séance de questions. À vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues. Merci de cette invitation, de m'avoir fait l'honneur de présenter quelques travaux et quelques avancements sur l'intelligence artificielle et son émergement au sein du monde médical. Je vais essayer de faire aujourd'hui un panorama de l'application des méthodes d'intelligence artificielle dans le monde médical, mais pas que. Il y a eu des déceptions, des réussites, de l'espoir. On entend actuellement beaucoup de choses autour de l'intelligence artificielle et l'aide qu'elle peut apporter dans le monde médical, notamment par la situation sanitaire qui nous préoccupe actuellement. Cependant, je vais m'attarder quelque peu sur les avancées. Pourquoi, d'un coup, on parle d'intelligence artificielle? Il y a eu beaucoup de choses qui sont faites qui ont été faites depuis 2012, notamment. La publication de certains travaux d'un chercheur américain, Hinton, et ses collègues Lequin et Bengio, notamment dans le domaine de la reconnaissance de forme. Ce qui a provoqué un gap entre tout ce que se faisait avant. Et depuis 2012, nous sommes passés à autre chose dans ce domaine-là. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, notamment avec Google qui a réussi tout simplement avec l'AlphaGo, avec un ordinateur. On a eu aussi maintenant le véhicule autonome, dont on parle beaucoup. On a eu aussi des challenges, ou ce qu'on appelle des compétitions, qui ont été remportées par des machines ou des robots face à des humains. On a eu aussi beaucoup de preuves ou des jeux, des challenges, que ce soit plutôt d'un point de vue académique, bien sûr, mais est-ce qu'il y a eu après un déploiement, ce que j'appelle un déploiement, est-ce qu'on est allé au bout de la chaîne, c'est-à-dire aller vers un déploiement industriel et aller vers un déploiement à large échelle? On verra quand on va faire un constat par rapport à ça, et quelle a été en fait la place actuelle de l'intelligence artificielle dans l'industrie, notamment quand on parle au niveau de la radiologie, où il y a eu beaucoup d'avancées, où on a, au niveau des publications scientifiques dans ce domaine-là, qui ont, on va dire, progressé de manière exponentielle durant les dernières années. Maintenant, est-ce que c'est vraiment réel tout ce qu'on entend? Cette réalité, en fait, on va essayer de regarder ce qui s'est passé. En fait, durant les dernières années, on a vu beaucoup émerger ces stratégies de big data. Tout le monde en parle. Et dans ce cas-là, mais la plupart des projets n'ont pas été au bout. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a eu beaucoup de challenges. On a mis les données, mais après, par contre, on ne savait plus quoi en faire. Ou on ne savait plus comment les exploiter. Ensuite, ça c'est de manière générale, maintenant dans la santé. On a eu un rapide développement, bien sûr, de l'intelligence artificielle dans ce domaine-là. Quelques success stories, bien sûr, qui ont donné de l'espoir, parce que sinon, personne n'irait investir
bien sûr, son temps et son argent dans ce domaine-là. On a eu ensuite quelques investissements qui ont totalement sombré et qui n'ont pas marché. Cependant, depuis quelques années, il y a l'espoir erroné avec tels que, par exemple, des miracles qui ont été proposés et quelques résultats préliminaires que je vous montrerai par la suite. Bon, maintenant, quels sont les challenges quand on veut mettre en place un système à base d'intelligence artificielle dans un monde, dans le monde de la santé, et spécifiquement. La première chose, c'est de dire qu'est-ce que, tout simplement, l'intelligence artificielle va nous apporter. Qu'est-ce qu'on attend de ça? Malheureusement, il y a parfois une incompréhension entre la technologie qu'on veut et qu'est-ce qu'elle peut faire. Donc, c'est ça, en fait, toujours le paradigme qu'il faut choisir et qu'est-ce qu'on attend de ça. Après, il y a aussi quelque chose de très important qu'on doit prendre en considération, c'est qu'il ne suffit pas de dire oui, on souhaite faire quelque chose, mais après, comment l'implémenter? Comment aller à large échelle? Il y a aussi ensuite la notion, je pense, vous en avez déjà parlé, la notion de propriété des données, d'anonymisation. Comment faire en sorte de travailler sur des données personnelles quand on parle d'intelligence artificielle. Le problème, c'est que d'un point de vue juridique, la technologie a avancé plus vite que la partie juridique. Donc, ce qui fait qu'on a les technologies, mais on ne peut pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que la partie juridique est très, très en retard par rapport à l'avancement technologique. On a ensuite le manque d'experts et d'expertise dans ce domaine-là. Actuellement, bien sûr, on peut le voir donc, sur le marché, les salaires des experts sont, je dirais que je vais revenir à ce qui est une phrase qui m'a retenu dans le magazine Forbes. Eux disaient, les salaires maintenant des experts d'intelligence artificielle est comme les joueurs de foot. Voilà. Donc, pour ce faire, pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on peut former un expert en intelligence artificielle au bout de 5 ans en sortie d'école. Mais il faut à peu près une quinzaine d'années pour former un expert. Donc, ce qui fait que, tout simplement, et avec l'avancement technologique et tous les résultats prometteurs, donc cet engouement a fait qu'on est en manque d'experts et d'expertise dans ce domaine-là. Donc, actuellement, les meilleurs experts, le monde industriel se les arrache. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on a aussi, le dernier point dont je veux parler, c'est il y a l'existant. C'est-à-dire il y a les anciens industriels qui ont aussi leur part de marché. Et avec l'avènement de cette nouvelle technologie et toutes les nouvelles startups, nouvelles techno, donc il y a un lobbying entre les anciens industriels et cette nouvelle manière de faire l'industrie. Les grands monstres de l'industrie ont peur maintenant de l'avènement de ce changement, cette industrie 4.0 qui a chamboulé tout le monde industriel. Maintenant, en résumé, pour l'objectif de ma présentation, se résume en 3 gros points. Le premier, c'est quel est le rôle qu'on attend de l'intelligence artificielle dans la santé. On va parler un peu de deep learning, ou cette révolution sur l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne, dans quel contexte on peut l'utiliser et comment on pourrait l'utiliser. Après, dans quel contexte cette intelligence artificielle va nous apporter le meilleur support. Et ensuite, je terminerai par quelles sont les perspectives par rapport à cet avènement de l'IA. Après, je vais présenter un terme qu'on appelle machine learning. Qu'est-ce qu'on appelle un machine learning? C'est tout simplement le terme qui définit un ordinateur ou une machine qui apprend automatiquement pour prendre des décisions futures. Et dans ce contexte-là, dans le cas de la santé, l'écosystème est le suivant. Dans ce cas-là, on commence généralement pour mettre en place un système, on va dire expert, qui va prendre des décisions automatiques, ou je déteste personnellement le mot des décisions automatiques, mais plutôt j'appellerais ça de l'aide à la décision, parce que tout simplement, je suis convaincu qu'on ne remplacera jamais
un médecin par une machine. Mais par contre, on lui apporte de l'aide. Comment? On verra que selon les cas, ce qu'on appelle use case, il faut d'abord spécifier le cas. Donc spécifier, ça veut dire définir bien le problème et bien le poser. Ensuite, il faut donner accès aux données. Une fois qu'on a eu accès aux données, il faut bien sûr les rendre conformes à la législation et supprimer, nettoyer toute la partie personnelle, ce qui fait qu'on va passer par une période ou une phase d'anonymisation. Ensuite, la partie la plus, on va dire, la partie cachée de l'iceberg, c'est la notation. Qu'est-ce que j'appelle la notation? La notation, c'est de dire, j'ai des problèmes que je peux résoudre de manière manuelle. C'est-à-dire que là, c'est là où intervient le facteur humain dans le processus de développement d'un système à base d'intelligence artificielle. Ceci représente quoi? C'est tout le passé qu'on a eu, par exemple des patients. Quelle a été la solution trouvée à chaque problème? Donc, dans ce cas-là, on va annoter manuellement tous les cas possibles. Je veux dire, c'est la manière aussi la plus compliquée quand je travaille, je collabore avec mes collègues, ou avec les collègues médecins, notamment de CHU Mondor et autres. À chaque fois que je parlais aux radiologistes, il fallait annoter, par exemple, pour le cancer de la prostate, il fallait faire des scans et après, il faut segmenter ou délimiter contour à chaque fois, une par une, patient par patient. Et après, une fois qu'on en a fait une centaine, on pense que c'est assez. Mais non. Un système d'IA, il faut compter à peu près 1000, 2000, 3000 cas et plus pour commencer à avoir des résultats qui commencent à être intéressants. Donc, c'est une phase très, très compliquée. Bien sûr, l'importance de cette phase d'annotation, pourquoi j'insiste sur ce cas-là? Parce qu'il faut que les données sur lesquelles on va apprendre à notre système intelligent soient pures, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'elles ne soient pas entachées d'erreurs. Parce que sinon, ça induirait des confusions. Et donc, le modèle sera moins précis. Après, vient la partie, je dirais, le développement du modèle ou la méthode mathématique pour prédire à partir des données. Celle-ci, je dirais qu'avec l'avènement actuel, elle est moins compliquée que la première partie, que la phase 3, qui est la notation. Ensuite, étant donné qu'on est dans un cas critique, il faut bien sûr, dans des applications critiques, telles que la santé, il faut faire un audit. Un audit pour savoir est-ce qu'on est bien dans cette phase où le modèle qu'on a développé et que ce qu'on a fait avant est bon. Dans ce cas-là, c'est là où les deux mondes, computer science et healthcare, se rejoignent. Donc, les experts métiers, ou ce que j'appelle les cliniciens et les ingénieurs travaillent ensemble. Dans ce cas, pourquoi? Parce qu'il fait un audit qui soit poussé dans l'analyse des résultats pour que ensuite l'ingénieur refait machine arrière et revoit sa copie si jamais les résultats ne sont pas bons. Ensuite, il faut faire une validation. La validation passe par quoi? La validation, elle va passer par plusieurs experts qui n'ont pas eu connaissance du problème auparavant et auxquels on va soumettre tout simplement toutes les prédictions qui ont été faites ou réalisées par tout simplement notre système. Vient ensuite une partie, bien sûr, certification, partie juridique, qu'il faut essayer de réguler. Ensuite, l'intégration clinique. Vient ensuite user acceptance, c'est-à-dire est-ce qu'on a le patient est déjà prêt mentalement à accepter ça. Je pense qu'on a déjà eu du mal en télémédecine. Je n'ose même pas imaginer maintenant pour cette partie-là, user acceptance, comment l'utilisateur ou tout simplement notre patient acceptera un système à base d'IA pour une consultation. Vient ensuite la 10e partie où là, il n'y a rien qui est fait même au niveau industriel. C'est quoi? C'est cette partie, une fois qu'on a déployé, OK, on a dit que toutes les 9 parties étaient bonnes. Comment surveiller un système à base d'intelligence artificielle automatiquement et pas laisser à chaque fois une personne derrière chaque algorithme pour surveiller est-ce que l'algorithme est en train, et la performance de cet algorithme est en train de, on va dire, de se réduire, de se diminuer. Dans ce cas-là, jusqu'à présent, il y a
quelques entreprises qui ont commencé dans ce domaine-là, mais rien n'a été fait encore. Donc, on voit bien que tout simplement, jusqu'à maintenant, ce n'est pas aussi facile que ça quand on passe de la théorie à la pratique. Je dirais, à partir d'époque, des proof of concept à la réalité, à la vraie vie, il y a beaucoup d'étapes qui sont généralement cachées, que personne n'en parle. Une aussi des sources problématiques dans la santé, c'est que les sources de données sont très hétérogènes. On a beaucoup de données actuellement. On a de l'image, on a des données génomiques, on peut avoir des données environnementales, des records ou des informations patients. On peut avoir aussi des relations du social media pour chaque patient. On peut ensuite avoir des capteurs portables, par exemple le Holter. On va aller aussi vers des MAPA, d'autres. Donc tout ça, c'est des sources de données. Donc ces éléments permettent de dire comment agréger toutes ces données, les nettoyer, les mettre tous au bon format pour que le système auquel on va leur donner va les accepter. Donc ça aussi, ça nécessite un travail énorme et de dire quelles sont les données qui sont fiables et quelles sont les données qui ne sont pas fiables. Donc, toutes ces problématiques-là doivent être résolues avant, tout simplement, de passer à l'étape suivante. Qu'est-ce qui s'est passé actuellement durant les dernières années dans ce domaine de l'intelligence artificielle en termes applicatifs? Et quelles sont les tentatives qui ont été proposées au niveau industriel? On a vu que tout simplement, actuellement, le stockage de données a grossi et on peut stocker les données à faible prix. On a aussi l'avènement de nouveaux serveurs de calcul, ce qu'on appelle par exemple les GPU, les Graphical Processing Unit. Ce sont des cartes graphiques en fait, ou des processeurs qui nous permettent de travailler de manière super rapide sur les images, notamment. On a aussi la partie cloud, donc que ce soit des clouds privés ou des clouds publics. Dans ce cas-là, ça permet aussi de s'affranchir de certaines choses. C'est quoi l'avantage d'utiliser un cloud? C'est que tout simplement, on n'a plus besoin d'un point de vue surveillance des systèmes, d'être tout le temps derrière les machines. Donc, quand on utilise un cloud, ça permet d'alléger cette partie surveillance des machines et ça permet d'alléger aussi le travail des personnes qui surveillent, parce qu'une machine qui tombe en panne en pleine opération, ça reste peut-être problématique quand même. Après, on a une augmentation exponentielle, tout simplement pour l'utilisation dans la santé, notamment la première, on verra, application de l'intelligence artificielle actuellement reste bien sûr l'imagerie médicale. Dans ce cas-là, c'est depuis longtemps, pour avoir travaillé depuis plus d'une dizaine d'années dans ce domaine-là, c'est la première et la plus grande avancée actuellement qu'on a fait, c'est dans le domaine médical, imagerie médicale. Après, il y a aussi beaucoup d'avancées dans la partie enregistrement capteur portable, ce qu'on appelle les wearable sensors, dans la génomique. Après, on a aussi tout ce qui est traitement, monitoring, donc tout ça. En fait, il y a eu beaucoup d'avancées. On a aussi des systèmes maintenant d'affichage qui sont de très grande résolution qu'on arrive à traiter. On est arrivé aussi à dans une littérature et tout simplement des descriptions de données qui sont plus avancées. Avant, on avait des descriptions de données, on vous donne les données, mais on ne vous dit pas comment elles sont constituées. Il y a aussi des industriels de la santé comme Siemens, General Electric et d'autres, et Philips par exemple, qui jouent maintenant le jeu, qui arrivent à donner des descriptions bien claires des données. Ils ont ouvert aussi certaines plateformes. IBM aussi, avec son outil Watson, a permis d'ouvrir quelques avancées, mais ceci est grâce à quoi? Ceci est grâce aussi aux derniers GAFA qui ont ouvert certaines plateformes pour les chercheurs pour pouvoir avancer dans ce domaine-là. Maintenant, quelle est l'essence actuelle? Qu'est-ce qui pousse? C'est quoi le kérosène qui nous permet d'avancer aussi vite?
Donc, on a quelques technos, par exemple, qui sont, par exemple, le deep learning, pour vous donner une idée sur ce qui se passe actuellement dans ce domaine-là. La plus grande conférence de computer vision actuellement d'intelligence artificielle compte plus de 10 000 participants, avec à peu près 30 000 papiers qui ont été soumis à la dernière. Donc, ce qui fait que dans ce domaine-là, le monde entier actuellement et tous les chercheurs du monde sont très actifs dans ce domaine. Vous avez ensuite, il y a des open source ou des softwares open source dont je t'ai parlé tout à l'heure, tels que Google avec son outil TensorFlow, NVIDIA actuellement, qui sont des fabricants de hardware et de software, et avec Amazon bien sûr, Microsoft, tout ça joue le jeu maintenant de l'open source. Et ce qui permet tout simplement d'avoir ces millions d'algorithmes à disposition pour tout le monde. Et ensuite, le temps de calcul, les calculateurs sont aussi à bas prix. Donc, ce qui fait que les investissements en intelligence artificielle deviennent une stratégie importante pour toute l'industrie. Je vais présenter un peu de technique avant de passer à autre chose. Un peu de taxonomie pour présenter un petit peu le vocabulaire. Tout à l'heure, je parlais de deep learning, d'intelligence artificielle. Vous avez les premières applications, c'est le machine learning de manière globale. Vous avez ensuite le NLP, c'est ce qu'on appelle Natural Language Processing ou le traitement de la parole automatique. Vous avez la vision, la parole, et après la robotique, la planification. Donc, je pense là, tout ce qui est logistique. Et dans ce cas-là, on retrouve le deep learning, c'est dans la partie machine learning que j'ai mis à part exprès parce que ça devient un domaine à part entière. Après, bien sûr, il y a les anciens technos que tout le monde a connu dans les années 80-90, ce sont les systèmes experts. C'est-à-dire que les systèmes experts, on les appelait avant un peu on a tout simplement des règles qui se suivent et à partir de ces règles-là, on essaie d'avoir un système qui répond à toutes les questions. C'est quoi l'IA? Tout simplement, dans la santé, est-ce un outil ou un partenaire? Moi, je dirais les deux. Pourquoi? Parce que tout simplement, il suffit de combiner les deux pour pouvoir avoir tout simplement une extension des pouvoirs humains. D'accord? Par exemple, en quoi? Il faut ouvrir aux patients le fait que l'utilisation des big data, ça permet tout simplement d'avoir beaucoup de gains. En quoi? Par exemple, pour la décision dans les urgences, dans les urgences de traitement des patients avec des files interminables, comment résoudre ce problème-là? Pour aller plus vite, bien sûr, en se basant sur des données passées, en se basant sur l'historique des data qu'on a, d'où le terme big data. Comment coordonner de manière plus efficace les services? Comment délivrer et réduire les coûts? Donc ça aussi, c'est important. Vous avez, que ce soit au niveau des tournées des véhicules ou des ambulances ou autres, au niveau de l'imagerie aussi, pour gérer ça de manière assez rapide. Vous avez aussi optimisé tous les process. Il y a beaucoup de process au niveau des hôpitaux. Mais comment optimiser tout ça? Donc ça, c'est optimiser tout simplement en utilisant toute la partie big data, l'historique des dizaines, voire des vingtaines d'années de données qu'on a dans nos serveurs, comment les exploiter pour mieux optimiser tout simplement nos systèmes et nos process. Vous avez ensuite, je vais faire une sorte de balance entre l'homme et la machine. Donc dans ce jeu-là, vous avez tout simplement une amélioration de l'efficacité en termes de quoi? En termes de qualité, en termes d'efficacité et d'accès à la santé. Vous avez de l'autre côté, vous avez tout ce qui est techno qui nous permettent tout simplement d'avancer dans l'automatisation. Par exemple, vous avez dans la robotique médicale, pour l'assistance au niveau des opérations. On a tout simplement la partie Natural Language Processing, dans l'établissement, par exemple, actuellement, pour rédiger les rapports. Une fois qu'on a rédigé les rapports, on peut garder aussi toute
le discours pendant l'opération et autres pour traiter et pour la suite pour archiver les datas automatiquement. Pas besoin de passer par la version papier. On a aussi d'autres parties, par exemple, dans la productivité et par exemple dans la sécurité. Quelles sont les différentes applications actuellement que j'ai notées sur les dernières années? Par exemple, vous avez la première application qui a suscité le plus d'investissement dans le monde, c'est la robotique assistée. Ensuite, vous avez la deuxième. La deuxième, c'est tout simplement cette pression qu'on a regardée pour la Virtual Assistant, par exemple. Vous avez dans la partie administrative, qui constitue tout simplement une grande charge au niveau de la santé, la détection de fraude, qui permet aussi d'avoir tout simplement et rapidement sortir des cas, des outliers, j'appellerais, ou des anomalies. Rendre tout simplement les machines connectées entre elles et pouvoir les gérer au lieu de mettre plusieurs personnes dans la partie service qui gèrent les machines. On peut en avoir un qui gère plusieurs machines en ayant toutes les machines connectées entre elles. Donc ça, il y a des systèmes tout simplement qui ont été proposés pour la prolifération de ces machines connectées. Il y a aussi d'autres dans la partie cybersécurité, bien sûr, ça a augmenté encore maintenant avec tout ce qui est visio et autres. On a cette partie cybersécurité qui a pris beaucoup d'importance avec, bien sûr, 2 milliards d'investissements dans ce domaine-là. Dans le domaine maintenant, les innovations, si je fais un petit peu un historique de toutes ces innovations jusqu'à maintenant, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, je vais dire que actuellement, l'imagerie guidée, ce que je connais très bien, je vais en parler, c'est que, ou la chirurgie guidée assistée par des robots, c'est actuellement là où il y a le plus d'avancement depuis l'avènement de l'intelligence artificielle. Après, il y a deux autres domaines tels que l'émission par tomographie et la génomique. Vu qu'on a augmenté le temps de calcul, plutôt la vitesse de calcul des serveurs, où on arrive maintenant à avoir des temps de calcul très, très élevés qui permettent de résoudre ces problèmes NP complets pour les gens qui font de l'optimisation ou les problèmes combinatoires pour résoudre ces problèmes-là. Quels sont les bénéfices qu'on peut avoir? J'ai mis ici sur la figure, vous voyez ici, en fait, un système à base de quelques réseaux de neurones. Quels sont les réseaux de neurones? Ce sont tout simplement des réseaux de neurones artificiels où on essaye tout simplement d'avoir une simulation, une analogie avec le cerveau. On a plusieurs neurones qui sont connectés. Donc maintenant, on sait que notre cerveau, tout simplement, arrive à traiter plusieurs informations. On a un réseau qui est très, très profond, c'est-à-dire on a beaucoup de neurones qui sont connectés entre elles. Pourquoi jusqu'à maintenant, on n'arrivait pas à le faire? Parce que tout simplement, on n'était pas capable de faire comprendre à un réseau de neurones artificiel comment utiliser cette information-là. Et depuis 2012, on arrive à faire un apprentissage et faire inculquer à notre réseau de neurones à la manière qu'on fait pour un enfant ou un cerveau. On essaye d'apprendre par l'exemple. Mais sauf qu'il faut que les tonnes d'exemples soient donnés à ce système-là pour qu'il apprenne. Que ce soit, par exemple, des symptômes en entrée, que ce soit la biochimie et d'autres caractéristiques, ce que s'appelle les features. Ce sont des caractéristiques de ma donnée ou de mon cas, ou par exemple des propriétés ou des données de patient qu'on doit donner au système pour qu'il apprenne comment simuler le cerveau, par exemple, d'un clinicien pour qu'il prenne une décision. Le clinicien va faire, il y a l'entretien du patient. Donc, au départ, il y a cette partie-là qui est où le clinicien va prendre toute la connaissance en face de son patient pour prendre toutes les informations. Bien sûr, il y a des informations qui sont subjectives. Ces informations subjectives, comment les transformer à des informations objectives? Et à partir de tiré profit, il les modéliser et les donner à la machine pour prendre, bien sûr, prendre connaissance de ça et les transformer en un diagnostic.
Donc, ce diagnostic, comment on peut le faire? Positif, négatif, parfois on est incertain, bien sûr, mais l'important, c'est quand on est incertain, il faut le dire aussi. Donc, dans ce cas-là, on a toutes ces caractéristiques, mais malheureusement, il faut que ça soit normalisé. Donc, il faut un standard pour pouvoir avancer dans ce domaine-là. En l'occurrence, vous avez, par exemple, actuellement, c'est comment on arrive toujours quand on a des cas asymptomatiques. Comment, à partir de prédire avant l'apparition des symptômes d'une pathologie. C'est ça où l'IA peut apporter de l'aide. Parce qu'on a beaucoup de choses. Parce que, bien sûr, avec un certain taux de confiance ou une certaine probabilité. Mais c'est là où elle a tout son intérêt. Bien sûr, une fois que les symptômes apparaissent, l'IA, un système qui aurait appris à partir des symptômes, de la biochimie et d'autres caractéristiques pour donner une prédiction, une fois que les symptômes apparaissent, parfois c'est un peu trop tard. Donc l'idée, c'est comment gagner du temps. On gagnerait du temps et d'efficacité en étant avant l'apparition des symptômes. Et c'est dans ce cas-là où on arrive, par exemple, comment on peut aussi, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme bénéfice? Par exemple, l'augmentation de la sécurité et, par exemple, du patient. On peut avoir aussi une bonne précision, notamment, et un bon retour des patients. Vous avez ici un exemple d'une classification ou de challenge qui a été gagné par des machines sur la classification des cancers. Donc là où, à partir des images, on arrive à donner exactement une meilleure précision. Et ça permet aussi de trouver peut-être parfois des nouveaux cas qui n'ont pas, quand on ne connaît pas, un nouveau cluster ou une nouvelle pathologie qui est cachée ou noyée dans d'autres, à l'intérieur de d'autres pathologies. C'est ça aussi l'avantage. C'est que parfois, je sais que les cliniciens sont plongés dans leur quotidien et c'est très, très compliqué d'avoir le temps de chercher, de trouver et d'avoir le temps pour faire de la recherche. Ce qui fait qu'avec de l'intelligence artificielle, on peut leur faire gagner du temps en analysant les données, en proposant de nouvelles choses. Bien sûr, ça passera toujours par leur approbation par la suite et leur validation. Ensuite, dans le milieu de la robotique, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir aussi, on a tous ces capteurs qu'on peut avoir actuellement, que les patients peuvent porter tout au long de la journée et qui nous rendent, tout simplement, donnent plusieurs informations sur son quotidien. Et ceci, bien sûr, permet d'avoir une meilleure connaissance de l'environnement du patient et pouvoir traiter, faire à partir d'avoir le maximum de caractéristiques qu'on peut avoir. Avant, on essayait toujours d'avoir des informations interprétables et des combinaisons interprétables. Maintenant, on a bien compris que tout simplement, la manière avec laquelle un clinicien prend sa décision est tout simplement, ce n'est pas une combinaison linéaire. C'est tout simplement des combinaisons qui sont fortement non linéaires à partir de tout simplement, de plein d'informations. C'est pour ça que ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on donne à notre système beaucoup d'informations, beaucoup de caractéristiques, et ensuite, on fait en parallèle, on essaie de voir comment le médecin avait prédit ou a donné son diagnostic. Et on fait tout simplement une agrégation des deux informations et on essaie de voir quelles sont les informations qui étaient pertinentes ou pas. Par contre, jusqu'à maintenant, où est-ce qu'on n'arrive pas à avancer? C'est dans l'interprétation. Donc, il y a un nouveau domaine de l'intelligence artificielle qui est apparu récemment, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle interprétée, ou Explainable Artificial Intelligence, où là, on essaie d'avoir des modèles et des prédictions qui sont interprétables. Pour vous donner une idée, vous avez le nombre de publications qui ont été dans la littérature, c'est un slide des informations qui datent de 2017, mais ça donne quand même une information sur l'augmentation exponentielle de tout simplement de son nombre de publications dans ce domaine-là. Et actuellement, pour vous dire, on ne trouve que de l'intelligence artificielle dans le monde médical et au niveau des performances. Donc, si je résume bien, vous avez l'intelligence artificielle pour le diagnostic. Donc, actuellement, c'est le modèle classique. On a un clinicien, une détection et ensuite une classification. Donc, si on fait une chaîne un peu plus compliquée,
D'accord? On va essayer de complexifier un petit peu le problème et donner un peu plus de détails. Donc, vous avez un système classique avec une décision, un examen, une visualisation des données, une détection, classification, un rapport, et qui suit ensuite, et qui arrivera par exemple ensuite avec un résultat, et ainsi de suite. Donc, c'est la boucle. Toute cette boucle-là, bien sûr, est importante, et qu'on voit que chaque niveau, l'intelligence artificielle peut apporter quelque chose. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, l'intérêt d'avoir des systèmes d'IA dans ce sens-là. Et là, le système, par exemple, classique d'une intelligence artificielle, c'est tout simplement, vous avez des données, vous avez tout simplement un système qui apprend, un algorithme qui apprend, et par la suite, vous avez un output qui sont les données. Donc ça, bien sûr, c'est le cas où on a des données qui sont bien sûr un peu compliquées à faire. Mais maintenant, si on veut aller plus loin dans le déploiement de tel système, on peut avoir tout simplement, voilà, donc on peut commencer par développer, on commence par tout simplement avoir de la recherche, avoir des environnements de solutions où on peut déployer. Il faut avoir un concept et des estimations et des assets pour le déployer. Donc, c'est ça, en fait, on va dire, les facteurs clés pour n'importe quel système à base d'intelligence artificielle, industrielle, bien sûr. Je parle ici d'un point de vue industriel, mais pas d'un point de vue recherche, parce que là, on parle de la vraie vie. Dans l'imagerie médicale, qu'est-ce qu'on a pu voir? Donc, vous avez en fait à peu près là, des systèmes où on a de l'inférence. C'est quoi? L'inférence, c'est tout simplement, vous avez une entrée, vous avez une sortie. Donc, l'entrée, c'est comment prédire à partir d'une entrée. Vous avez la longévité, par exemple, ici, c'est un challenge qui a été proposé, qui a été publié dans Nature en 2017, où on essayait de prédire la longévité, tout simplement, du patient à partir de la radio. Ensuite, vous avez, je présente aussi, par exemple, là, avec des millions de cas de cancer, de scans qu'on a récupérés du thorax. Et à partir de là, on essaye quelles sont tout simplement les prédictions qu'on peut avoir, que ce soit au niveau coronaire, au niveau chronique, au niveau des maladies cardiaques, au niveau des maladies cérébrales, au niveau du diabète, à partir tout simplement de scans. Donc, ça a été aussi un long travail de recherche dans ce domaine-là. Je peux aussi vous donner quelques exemples, bien sûr, avec toutes les applications possibles qu'on a eues en imagerie médicale dans ce domaine-là ces dernières années, que ce soit en neuro, que ce soit en mammographie, que ce soit tout simplement au niveau biologique, pour le calcul, l'analyse des l'imagerie des images cellulaires, notamment. On a aussi au niveau infectieux, avec des analyses, en fait, on travaille sur tout ce qui est neuroimagerie, l'oncologie, le musculaire, la cardio, donc avec des détections automatiques. Bien sûr, par exemple, un exemple ici sur le cas des nodules, donc avec tout simplement une acquisition suivie par, bien sûr, un résultat, vous voyez ici avec le résultat idéal. De là, on fait apprendre au système où est-ce qu'il faut détecter à partir de plusieurs milliers d'exemples. Ensuite, ça passe par une validation clinique. Et enfin, on a notre système qui a été construit. À partir de là, chaque nouveau patient, on fait l'inférence. Vous avez donc du coup, par exemple ici, le premier modèle, deuxième modèle, plusieurs modèles. Là, c'est une méthode que j'utilise régulièrement dans mes recherches. Au lieu d'utiliser un seul modèle, on utilise plusieurs experts, ce qui permet d'avoir plusieurs décisions et ensuite de trouver la meilleure. Donc, c'est à chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose, on essaie de faire combiner plusieurs modèles qui ont été entraînés sur différents ou plusieurs architectures de réseaux de neurones qui permettent tout simplement de faire l'inférence et travailler. Un dernier exemple, on termine. Donc, vous avez par exemple pour la classification des problèmes, donc là, on est au niveau de la rétine. Donc, il fallait tout simplement, à chaque fois qu'on va labelliser, c'est-à-dire annoter les données, vous avez, on a 54, par exemple, ophtalmologistes qui ont participé à ça pour annoter 130 000 images. Donc, à chaque fois, il fallait décider quelles sont les classes, est-ce qu'il y a eu, et c'est comme ça qu'on arrive à faire tout simplement un système. Et
Pour terminer, il y a un autre exemple que je peux vous donner. Si on peut identifier différents types, par exemple, avec un système expert à partir de l'image. Et donc, il y a ensuite un modèle hiérarchique qui nous permet tout simplement de combiner les différentes informations à partir de là pour trouver la pathologie exacte. C'est un système ici qui a été lancé par Stanford en 2019, qui est actuellement en production et qui est commercialisé par une entreprise qui s'appelle Shex Expert. Donc, pour terminer, je pense que je suis un peu en retard. Donc là, c'est comment ça marche. Donc, si en fait, tout simplement, vous avez vos exemples au début. Ensuite, vous avez un réseau de neurones qui permet tout simplement d'extraire les caractéristiques de l'image. Pour chaque image, avant, on disait, j'ai un objet, je vais voir sa longueur, sa largeur, est-ce qu'elle est sa profondeur, et ainsi de suite. La densité de nombre de pixels qui sont gris, le nombre de pixels qui sont blancs, et ainsi de suite. Maintenant, c'est fini, ça. On ne travaille plus comme ça. En fait, on a un réseau de neurones qui apprend tout simplement à nous avoir 500, parfois jusqu'à 512 points caractéristiques de la forme qu'on a sur l'image. À partir de là, on va essayer de classifier en se basant sur les points qui ont été sortis par cette première partie qui génère les caractéristiques. Donc, c'est ça qui nous permet tout simplement de dire. Maintenant, je suis incapable de vous dire quelle est la caractéristique exacte qui a été prise par mon réseau de neurones pour prendre une décision. Je sais par contre, c'est une combinaison fortement non linéaire de tous les pixels de l'image. C'est ça que je peux vous dire. Maintenant, pourquoi, quel pixel a été pris, ça, on ne peut pas l'affirmer. Je vais finir par conclure parce que je crois que je suis très en retard. Hop, pour terminer. Hop. Donc, en conclusion, ce que je peux dire, c'est que d'un point de vue industriel, comme je l'ai dit au début, l'industrie est bien en avance, le juridique est un peu en retard pour déployer des algorithmes d'intelligence artificielle. Cependant, on est dans un système, dans le monde de la santé, dans certains domaines tels que l'imagerie médicale, on est en avance et on peut fournir de l'aide à la décision. Dans d'autres domaines, l'intelligence artificielle est encore perfectible pour atteindre des performances élevées. Ensuite, quels sont on va dire les problèmes qu'il faut résoudre par l'intelligence artificielle? C'est le problème de la labellisation il faut encore des milliers d'images pour pouvoir arriver à des performances correctes. Et parfois, c'est l'humain aussi qui fait de la labellisation. Donc, il commet aussi des erreurs quand il va faire cette labellisation. Comment prendre en compte ces systèmes et ces erreurs? On attend aussi d'autres, de la communauté ou de la partie académique et des chercheurs pour aller encore plus loin dans ce domaine-là. Et je terminerai par cette note. Ce n'est pas la fin, mais peut-être le début d'une nouvelle aventure. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci pour cet exposé qui est très riche, à la fois riche et synthétique. Donc, désolé de vous interrompre. Si on vous laisse le temps, vous allez prendre en fait toute la journée. C'est un sujet très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, on va vouloir donc laisser le temps à quelques questions, si on en a dans la salle ou à distance. Oui. Bonjour, merci pour cette présentation très claire, très riche. Alors, en fait, j'avais une question. Qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez qu'on peut utiliser un réseau formé sur 100 000 images, par exemple, pour détecter le type de cancer, pour détecter une autre anomalie? Oui, si vous avez 100 000 images qui sont annotées, c'est l'idéal pour un ingénieur qui travaille en intelligence artificielle. C'est juste on va dire, c'est le Graal. Généralement, si vous avez une bonne base de données de 100 000 images annotées et puis dans ce cas-là, c'est le cas idéal pour travailler pour nous. Oui, mais là, pour détecter, par exemple, le cancer. Détecter le cancer, oui. Ajuster ce réseau en utilisant le réseau formé pour une autre anomalie ou maladie? Oui, pour la détection d'anomalies, je veux dire, ou des cas pathologiques rares. Effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'on peut avoir
le réseau ou la prédiction ne va pas vous dire c'est un cas rare, où elle va vous donner tout simplement une réponse, par exemple, mais quand vous annotez vos classes, il faut définir toutes les pathologies, mais rajouter une dernière classe dit autre ou non définie ou incertain. Et dans ce cas-là, vous allez avoir une prédiction avec une anomalie ou quelque chose qui n'a pas été lu ou connu par le réseau. Juste pour compléter aussi, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'adaptabilité en fait, des domaines. Et on peut parfois les utiliser, donc bon, techniquement, c'est très technique, c'est-à-dire qu'on fait du fine-tuning, c'est-à-dire une fois qu'on a appris un réseau, par exemple, pour extraire pour une telle application A, on peut après s'en servir pour extraire les mêmes caractéristiques au début de la chaîne pour un autre domaine. Donc, il y a aussi des choses qui se font là-dessus. Ouais. Ouais, On peut faire de l'adaptation. J'ajouterai juste quelque chose. Ouais. Faut faire attention avec ça parce qu'on est dans le domaine de la santé et bien sûr, la précision avec laquelle vous faites votre prédiction est importante. Donc, c'est pour ça que je ne parle pas des méthodes qui sont tout simplement qui permettent d'atteindre 70% de performance ou 80% de performance. Je pense qu'on est dans un domaine très critique où là, la précision de la prédiction ou l'erreur est il faut qu'elle soit prise au sérieux. Et donc, on cherche des précisions autour de 95 à 99% de précision. Et dans ce cas-là, il faut faire très, très attention quand vous entraînez vos réseaux. Bonjour. Vous indiquez que le domaine juridique est en retard par rapport à la capacité de ces méthodes technologiques. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur les enjeux actuels tels que vous les attendriez pour une résolution, par exemple, de la responsabilité de ceux qui produisent les modèles et le rôle qu'ils ont à jouer demain sur la maintenance des modèles? Merci pour la question, qui est à la fois simple et très profonde, on va dire. Sur la question juridique, actuellement, sur la notion de données, bien sûr, il y a la partie personnelle. Et jusqu'à maintenant, il faut bien sûr l'encadrer. Je suis d'accord, pour que sinon, il y aurait des dérives. Et sur cette partie juridique, il faut bien l'encadrer. Quand on rentre actuellement, quand on travaille dans un système de base d'intelligence artificielle, on commence par déjà, on ne peut pas aller vite, rapidement à l'expérimentation et passer pour toute cette partie juridique au départ pour bien la cadrer et qu'on n'arrive pas à des dérives externes. Et donc, dans ce cas-là, actuellement, la loi ne permet pas, par exemple, de garder des données au niveau de la santé, c'est encore pire. Donc, il faut avoir plusieurs certifications pour pouvoir travailler sur un cas particulier et collaborer avec dans le domaine de la santé. Donc ça, c'est la première des choses. Après, sur le niveau de la responsabilité, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que là où on ne sait pas encore, c'est comme le développeur d'un logiciel pour la santé. Par exemple, je développe un système ou un logiciel. À partir de là, il va prédire si le patient, si un sujet sain ou pathologique. Si le sujet est sain, par contre, que le système s'est trompé alors qu'il est pathologique. Quelle est la responsabilité derrière? C'est pour ça que je limiterai plutôt le système à une aide à la décision pour dégager tout le système de responsabilité. Parce qu'on ne remplacerait jamais un clinicien par une machine. Donc sinon, en fait, on repartirait dans les années 80 où on avait les systèmes experts. On voulait vraiment remplacer les cliniciens par un système. De ma part, je suis contre le fait de dire à donner 100% d'autonomie à la machine pour énoncer un diagnostic, mais plutôt apporter de l'aide, donc limiter la responsabilité d'un logiciel pour prendre une décision finale. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. La question était relative à l'évolution justement des réflexions et de ce qui se traitait au niveau du régulateur. Au niveau du régulateur, ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, il faudra peut-être assouplir un petit peu plus la réglementation pour qu'on puisse avancer dans un premier temps. Parce que sans un assouplissement des règles strictes actuelles, on ne pourrait pas développer beaucoup plus les algorithmes. C'est ça, en fait, aussi qui fait qu'actuellement, il y a juste un compromis à trouver entre vie privée
et avancement technologique. Mais D'accord, donc la réflexion actuelle est plus sur l'acquisition et le modeling que la maintenance industrielle et la définition des responsabilités de chacun. oui, parce qu'en fait, sur la maintenance industrielle, je pense que par la suite, pour avoir déjà mis des systèmes en production, euh, on est sur un système en fait où toutes les DSI doivent aussi évoluer dans ce contexte-là. Et pour pouvoir avoir une maintenance évolutive qui prend en compte tous les nouveaux cas, ça demande de nouvelles en fait, stratégies, de nouvelles architectures pour la surveillance de ces algorithmes. Très bien, merci. D'autres questions? Oui. Bonjour, Farah Chéat de Bonjour. l'UTT. Je pense qu'on en a discuté quand on était à OLA, à Cadix, par rapport à l'intelligence artificielle, le deep learning. Je reviens un peu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais par rapport aux signaux. Donc là, deep learning, on parle toujours de l'efficacité, performance, etc. quand on est avec des images. Quand on est avec des signaux, ça commence peut-être un peu à se compliquer. On fait des transformations, on les transforme en images, on les fait rentrer dans les réseaux, sauf que c'est moins efficace en fait, parce que les images, elles ne sont pas cohérentes, elles ne représentent pas peut-être les mêmes caractéristiques. Est-ce qu'il y a eu des nouveautés par rapport à ça? Et puis, est-ce que vous pensez que l'utilisation des réseaux pré-entraînés déjà dans leur première partie, comme a dit Hicham, est-ce que ça fonctionnerait sur des signaux comme ça, tout simplement transformés tout bêtement, dirais-je, en images? Merci pour la question. Depuis, oui, il y a eu quelques avancées. Je sais que tout simplement, si on veut faire du CNN, il y a une première solution de faire du ND CNN. Je pense que vous êtes un peu désolé pour aller un peu dans la technique. Et après, il y a une deuxième analyse qu'on a brevetée il n'y a pas longtemps, c'est de dire, on fait une analyse, une transformation temps-fréquence. De là, ça nous donne une image qui est représentative en fait de toute la corrélation spatiale et temporelle des échantillons du signal. Et à partir de là, je peux appliquer ensuite sur cette représentation temps-fréquence qui redevient une image et riche en informations. Et on traite directement cette partie-là avec du 2D CNN à ce moment-là, des réseaux de neurones convolutionnels. Et là, ça donne des excellents résultats. Après, pour l'entraînement, pour finir, vous pouvez prendre un réseau de neurones classique, un UNet par exemple, qui peut prendre des données qui sont un faible dataset et qui peut être pré-entraîné par contre sur des ImageNet et après l'appliquer directement. Mais par contre, bien l'entraîner, ça nécessite une bonne expertise sur ce réseau-là. D'autres questions? Oui. Souvent, quand il y a une nouvelle technologie qui apparaît, on a d'abord une phase d'expérimentation où en fait il y a beaucoup de ratés et de difficultés, puis il y a une phase de progrès rapide et après on voit un plateau. On en est où, d'après vous, sur l'intelligence artificielle liée notamment dans le domaine de la santé? Merci pour la question. En fait, je vais suivre un peu ce qu'on appelle, pour certains peut-être qui connaissent, la courbe Gartner. Donc, on a été, au début, on était au haut, là, au niveau de l'excitation. Tout le monde l'investissement était à fond. Tout le monde était excité sur peut-être certains miracles dans certains domaines. Actuellement, on est dans l'état où, OK, il y a des résultats, il y a des POC. Maintenant, il faut transformer l'essai. Mais transformer l'essai, en fait, ce n'est plus le travail. En fait, comme j'avais présenté tout à l'heure au début, le travail le plus compliqué, c'est l'annotation. Ce sont les données. Comment annoter ces milliers de données avec des cliniciens, mais je ne vais pas mettre actuellement, pour vous donner dans d'autres industries, par exemple, pour détecter des défauts sur des machines et autres, on utilise des petites mains, par exemple, il y en a qui utilisent ça en île Maurice, en Inde, pour annoter les images. Maintenant, je ne vais pas mettre des centaines de médecins derrière leur écran pour annoter les images. C'est, on va dire, d'un point de vue commercial et économique, c'est ingérable. Donc,
Donc, du coup, toute cette partie-là, cette première partie, la face cachée de l'iceberg, c'est de dire, OK, comment annoter ces données? Donc, le problème aussi, c'est comment faire en sorte que les données annotées à Stanford peuvent être utilisées à Oxford, peuvent être utilisées ici à l'UTT et peuvent être utilisées ailleurs. Il n'y a pas actuellement une normalisation de tout cet échange de données qui permettrait, bien sûr, d'avancer plus vite. Je sais qu'il y a certains industriels tels que NVIDIA qui veut prendre le lead sur ce domaine-là, ou Google, mais qui veut faire confiance à ces industriels pour leur donner tout simplement la main pour mettre à disposition de tout le monde ces données annotées. En fait, c'est un peu le nerf de la guerre actuellement, c'est la donnée qui freine ce déploiement massif de l'intelligence artificielle. Ensuite, vous avez un autre problème qui est, bien sûr, donc je pense que notre collègue tout à l'heure avait parlé bien de cette partie-là, la surveillance. OK, on a défini un système qui prédit très bien, on passe dans la vraie vie, on a du POC, on a fait un test avec le laboratoire, ça marche bien. OK, quel est l'industriel qui va déployer? Où est-ce qu'il est le risque? Donc, de là, l'industriel va essayer de vous vendre un système clé en main qui marche, qui fait tout, c'est super bien. Je vous donne un exemple classique. Quand vous êtes en radiologie, pour les gens qui font de la radio, vous avez derrière vos stations, que ce soit Philips, Siemens ou GE, vous faites une analyse de votre scan, vous allez faire une sorte de recalage. Est-ce que le recalage est toujours parfait quand vous le faites en automatique? C'est jamais le cas. Ça demande toujours que vous voulez faire une superposition entre un CT, un scan et un IRM. Vous les faites tous les deux, vous n'avez jamais 100% de réussite. Vous avez toujours besoin de recaler, d'améliorer un petit peu à la main. C'est pareil. Donc, on ne peut pas toujours tout automatiser. Donc, ça nécessite encore beaucoup de travail et une collaboration. Donc, ce qui fait qu'actuellement, beaucoup d'essais sont tombés à l'eau. Il restera toujours, comme d'habitude, dans que certains cas qui vont certainement émerger pour donner par la suite des bons résultats. Mais on n'aura jamais, par exemple, le Google de l'IA dans le healthcare, on ne l'aura jamais. Merci. On a le temps pour une dernière question. Sinon, je pose la mienne. Donc, bon, j'avais deux questions. Moi, je pense que tu as répondu à la première question, mais je demande toujours pourquoi il n'y a pas une initiative au moins régionale, nationale, européenne pour pour constituer cette base de données annotée. Il n'y a pas d'initiative au niveau national sur cet aspect? À ma connaissance, non. En fait, il y a eu ce qu'on appelait avant les atlas, que sont des bases de données. En fait, il y a eu au départ, c'était au Canada que ça a été développé. Après, il y a eu aussi en France, un peu à l'INRIA, des initiatives pour développer des atlas qui permettent aux chercheurs d'aller récupérer des données et ensuite travailler dessus. Il y a eu ensuite BrainWeb, qui est un site où on fait des données simulées. Mais de là à avoir quelque chose qui est partagé, je pense qu'au niveau juridique, on n'est pas prêt de le faire. Ok. Et ma deuxième question, c'est concernant la prédiction. C'est-à-dire que je pense qu'on va rajouter encore une difficulté parce que là, en fait, lorsqu'on parle de détection, par exemple, d'un cancer, etc., bon, on a des données, on les a annotées. Mais si on veut faire la prédiction, par exemple, la prédiction précoce d'Alzheimer, etc., ça veut dire qu'on va suivre de manière longitudinale, temporelle, la personne. C'est-à-dire qu'il faut en plus que je prends chaque personne et je le suis dans le temps, même lorsqu'il était sain, etc., jusqu'au développement de la maladie. Et donc, à mon avis, ça va bosser encore d'autres challenges en fait, pour les données, quoi. Ouais, le suivi temporel, ça a été toujours un challenge au niveau de la santé, même dans les années précédentes. Comment garder un historique sur les 15 dernières années de vie de patient pour pouvoir prendre des décisions. Et justement, le challenge, c'est le cas asymptomatique. Comment je vais dire que dans 15 ans ou dans quelques semaines, dans quelques mois, ce sujet va devenir plutôt pathologique. Et quelle pathologie? Donc, ça reste encore, peut-être la génomique va apporter quelques réponses, mais pour le moment, à ma connaissance en tout cas, il n'y a pas de... C'est très, très compliqué, très rare que aussi des gens ou des personnes acceptent de porter des capteurs, de rendre régulièrement, donner des informations régulières aux organismes de santé. Okay. Merci. Donc, juste, je rappelle que la plénière, en fait, elle est enregistrée en vidéo, en fait. Ceux qui sont à distance, qui veulent poser des questions, donc on prendra le temps après, on demandera à notre cher collègue, en fait, de répondre à vos questions directement sur
sur la plateforme à distance. Bon, merci encore, Amir, pour cet exposé très intéressant. Merci à tous. Et merci à vous, en fait, pour Merci. votre présence.